Gabriel Attal. Bonjour. Ça restera sans doute l'image du week-end, une messe de Pâques sans distanciation ni masque à Paris. Ça vous révolte ou vous plaidez le pardon? J'ai pas vu ces images, mais évidemment, l'accès aux lieux de culte reste autorisé. Il l'est avec des jauges, il l'est avec un certain nombre de mesures barrières qui sont demandées. Et donc, dès lors qu'on ne les respecte pas, on prend un risque pour soi et on prend un risque pour les autres. La réussite de ces 4 semaines de confinement repose en partie sur l'adhésion des Français? C'est ça le message? Oui, sur la responsabilité de chacune et de chacun, mais il en va de la gestion de cette épidémie depuis le début. Et ce qu'on a constaté, c'est que à chaque fois que on nous annonçait une explosion des contaminations, les Français étaient capables de faire mentir ces projections. On l'a vu au moment des fêtes de Noël, par exemple, où la France, contrairement à un certain nombre de pays voisins, a donné la possibilité à ses concitoyens d'aller fêter Noël en famille, partout en France. Et on nous disait à ce moment-là, vous allez voir, il va y avoir une explosion des contaminations au début du mois de janvier. Les Français ont été très responsables. Et moi, je suis sûr que dans leur écrasante majorité, en ce week-end de Pâques, les Français ont été très responsables et qu'ils ont fait attention. Et qu'ils le seront dans les semaines qui viennent. À partir d'aujourd'hui, c'est donc fini les déplacements interrégionaux. Est-ce qu'il restera quand même une dose de tolérance pour les parents qui accompagnent leurs enfants chez les grands-parents à l'issue de cette semaine scolaire? Oui, le Premier ministre l'a dit, le fait d'accompagner ses enfants ou d'aller les chercher pour des raisons de garde, notamment avec les vacances scolaires, reste évidemment un motif pour se déplacer au-delà des 10 km qui sont autorisés. C'est vrai que ce week-end, il y avait une tolérance, une souplesse qui était donnée pour notamment les Français qui souhaitaient aller s'isoler ailleurs en France pour passer les prochaines semaines. Maintenant que ce week-end de Pâques est passé, il y aura des contrôles effectivement renforcés s'agissant des déplacements. L'objectif, encore une fois, c'est que ces mesures que nous prenons soient vivables pour les Français. C'est pour ça qu'on les a adaptées. C'est pour ça qu'on ne demande pas d'attestation pour les déplacements à moins de 10 km. L'objectif, c'est de piéger le virus, c'est pas de piéger les Français. C'est le retour de l'école à la maison. Le président a expliqué que les parents qui ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Ça veut dire que vous pensez que le télétravail, c'est compatible avec la garde d'enfants? Non, les choses ont été clarifiées sur ce point-là aussi. Si votre poste est télétravaillable, que vous devez donc, que vous pouvez rester chez vous et que vous devez garder vos enfants en même temps et que vous ne pouvez pas télétravailler parce que vous gardez vos enfants, évidemment, vous avez accès au chômage partiel ou à l'autorisation spéciale d'absence quand vous êtes fonctionnaire. Les centres de loisirs sont ouverts? Les centres de loisirs sont fermés. Il peut y avoir dans certains territoires, certaines communes, de manière exceptionnelle, des activités qui sont organisées, mais la règle, c'est que les centres de loisirs sont fermés. Quand vous voyez ce qui se passe en Angleterre, en Espagne, au Portugal, avec des images qu'on a vues dans le journal, avec des restaurants qui rouvrent, l'Espagne qui n'a jamais fermé ses restaurants et qui redonne un peu de souplesse et de liberté aux citoyens espagnols, vous vous dites, qu'est-ce qu'on a raté? Ce virus, on l'a vu depuis un an, il fonctionne par vagues. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais sur des plateaux de télévision, au début du mois de décembre, qu'on me citait le Portugal en exemple, en me disant qu'ils n'avaient pas fermé leur commerce, qu'ils n'avaient pas fermé leur restaurant. Et quelques semaines plus tard, ils ont dû tout fermer en catastrophe parce qu'il y avait une vague épidémique. Aujourd'hui, ils en sortent. Tant mieux pour eux. Et moi, je vais vous dire, mon espoir, mon objectif et ma conviction, c'est qu'on va en sortir en France. On va faire plier le virus en accélérant la vaccination. On l'a vu ce week-end aussi, 350 000 injections. Et évidemment, en faisant tous des efforts, ce qu'on fait au quotidien. Le problème, c'est que la vague, on aurait peut-être dû fermer en même temps que les Portugais, les Espagnols. C'est ça la question qui nous est posée collectivement. Quand on prend des mesures de restriction pour la vie des Français, des mesures, qu'elles soient de confinement ou des mesures de freinage fortes, il faut qu'elles soient justifiées par un péril imminent en termes de contamination et une exponentielle du virus. Dès lors qu'on a eu les signaux qui nous indiquaient qu'il y avait une troisième vague, on a pris les mesures qui étaient nécessaires pour freiner le virus. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça. Quels seront les signaux pour la réouverture? Donc, on a des mesures de restriction pour 4 semaines. À partir de combien de patients en réanimation on pourra imaginer rouvrir? C'est 3 000 comme la dernière fois? Il n'y a pas de critère qui a été annoncé à ce stade. L'important, Caroline Roux, c'est la dynamique de l'épidémie. Ce qu'on veut, notre objectif avec ces mesures, c'est d'observer une décrue des contaminations et c'est observer une baisse de la pression dans nos hôpitaux. Si vous regardez la carte de la France aujourd'hui, vous avez un peu deux situations qui se dessinent. Quand vous regardez le nord-est du pays, il y a plus de contamination, mais ça monte moins vite. C'est les territoires où on a pris des mesures il y a 2 semaines et donc on a bon espoir que ce soit ces mesures qui commencent à porter leurs fruits. Quand vous regardez la partie ouest de notre pays, il y a moins de contamination, mais ça monte plus vite. Donc on a eu raison d'étendre ces mesures à l'ensemble du territoire
depuis ce week-end. Et l'objectif, c'est d'observer une décrue des contaminations. Ça ne me dit pas à partir de combien on pourra rouvrir? Non, encore une fois, il n'y a pas de critère qui a été annoncé à ce stade, des précisions. Mais pourquoi? Des précisions. Pardon de poser ma question, parce que ça donne de la lisibilité à tout le monde. Quand on dit à partir de 3000 patients en réanimation, on pourra rouvrir. J'entends parfaitement cette question. Le ministre de la Santé aura l'occasion de s'exprimer sur cette question-là. L'objectif, encore une fois, c'est de faire baisser la pression dans un premier temps. Il y a une phrase que vous dites beaucoup en tant que porte-parole du gouvernement, et d'ailleurs tous les autres ministres, c'est « la campagne de vaccination s'accélère ». C'est vrai. Pourquoi cette fois-ci, ce serait vrai? Parce qu'on reçoit plus de doses. Et parce que du coup, on peut ouvrir plus de lieux où on vaccine, parce qu'il y a plus de professionnels de santé, de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens qui peuvent vacciner. Des vaccinodromes également? Ça accélère, des vaccinodromes aussi qui ouvrent progressivement à mesure qu'on reçoit plus de doses, parce que l'important, ce n'est pas uniquement le vaccinodrome, c'est qu'il y ait des doses à l'intérieur pour vacciner les Français. Et oui, ça accélère. On est aujourd'hui à plus de 9,5 millions, je crois, de personnes qui ont reçu une première injection. On avait fixé un objectif qui était de 10 millions de Français ayant reçu une première injection à la mi-avril. Nous serons très probablement en avance sur cet objectif. 20 millions à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin. Il n'y a pas de regret sur le changement de stratégie vis-à-vis des vaccinodromes. Morissette a été vacciné le 27 décembre. On ouvre les premiers vaccinodromes. Là, on est début avril. Ça aurait servi à rien de les ouvrir plus tôt? Ou est-ce que là-dessus, il y a eu un ajustement de stratégie qu'il faut reconnaître? Entre-temps, il y a 1700 centres de vaccination qui ont ouvert sur le territoire dès le mois de janvier. C'est des centres de vaccination à taille humaine. Encore une fois, les vaccinodromes, ils ont du sens quand vous avez beaucoup de doses à injecter. Ouvrir un grand vaccinodrome avec quelques centaines de doses à injecter par jour, ça a moins de sens. C'est pour ça qu'on a ouvert dans un premier temps des centres de vaccination, effectivement, qui faisaient quelques centaines d'injections par jour. Là, avec certains vaccinodromes, on va monter à 10 000, peut-être plus, vaccinations par semaine. Alors, la clé, c'est le respect des règles, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Dans une nouvelle vidéo publiée par M6, Pierre-Jean Chalençon, alors il est devenu connu depuis quelques jours, affirme avoir organisé des dîners clandestins avec des ministres. Il dit qu'il vous connaît. Il dit « Notre ami Attal doit venir dîner prochainement ». Alors, vous deviez venir dîner chez Pierre-Jean Chalençon? Non, j'ai découvert cette invitation avec cette vidéo. Je vais vous dire, Caroline Roux, je ne crois pas du tout que des membres du gouvernement se rendent dans des dîners clandestins, dans des fêtes clandestines. Vous savez, quand on est membre du gouvernement, d'abord, on doit respecter les règles comme n'importe quel citoyen, mais je pense qu'on a plus de devoirs et plus de responsabilités. Mais il ne vous connaît pas, parce qu'on doit montrer l'exemple. Vous ne connaissez pas? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Donc, ça ne vous pose pas de problème qu'ils disent qu'il vous connaît et qu'il vous invite à dîner? J'ai été surpris. Je pense qu'il s'expliquera sur cette question-là si on lui pose la question. Vous lui demandez de s'expliquer ou pas? Non, je n'ai pas d'injonction à faire. Je pense que des journalistes lui poseront la question. Mais encore une fois, on a un devoir d'exemplarité. On doit être exemplaire. On doit montrer l'exemple. Et il serait totalement incompréhensible que des membres du gouvernement se prêtent à ce genre de situation. Impression et ligne claire, c'est le titre du livre d'Édouard Philippe et de Gilles Boyer. Elle est claire à vos yeux, la ligne portée par Édouard Philippe dans ses prises de parole récentes, notamment sur le plateau de France 2? Oui. Moi, je n'ai pas encore lu le livre. Je le lirai avec intérêt. Vous savez, moi, j'ai été membre du gouvernement d'Édouard Philippe. J'étais secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Et j'ai pu voir son sens de l'État, j'ai pu voir son engagement pour la première partie de ce quinquennat, pour faire aboutir des réformes fondamentales, pour gérer la première vague de cette crise. Et j'ai vu aussi son attachement aux valeurs que nous défendons. Je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent son échec. Voilà ce qu'il dit à propos du président quand tu lui demandes s'il fait partie de la majorité. Ça vous suffit comme signe de loyauté? Ce qu'il a dit, je crois, c'est qu'il ne faisait pas partie de la majorité au sens où il n'est pas parlementaire. Mais évidemment que c'est un pilier, une figure de la majorité présidentielle de ce quinquennat. Évidemment. Et moi, je vous redis, j'ai eu énormément de fierté à travailler avec lui et je sais son attachement aux valeurs qui sont celles du président de la République. Qu'est-ce que vous attendez de lui là, dans les semaines qui viennent, qu'il s'engage auprès justement du président de la République pour les échéances électorales qui arrivent? Honnêtement, il n'a pas besoin de moi que je dise ce qu'on attend de lui. Encore une fois, moi, je trouve très important et légitime qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse formuler des idées, qu'il puisse Vous n'avez aucun doute sur sa loyauté, en fait? Aucun, mais d'ailleurs, je crois qu'il a dit lui-même sur le plateau de France 2 que la loyauté était une valeur importante pour lui. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'avoir été notre invité ce matin.